Donc, je vais vous parler de Veolia et de première réalisation cette année sur le sujet de la GenAI qui s'appuie sur Longchain. Donc, Veolia, c'est une société qui a plus de 100 ans, qui a trois grands secteurs d'activité, l'eau, les déchets et l'énergie. Cette année, qu'est-ce qu'a fait Veolia et les équipes actives de Veolia? Elles ont travaillé pour pouvoir mettre à disposition un certain nombre de briques technologiques pour permettre de pouvoir utiliser ces technologies, tout d'abord, au service des salariés de Veolia. Donc, c'est la première étape sur l'acquisition et l'implémentation de ce type d'outils. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. A été ouvert le 5 septembre aux collaborateurs de Veolia une première application qui s'appelle Veolia Secure GPT et qui fournissait, au moment de son ouverture, trois premiers services. Le premier, qui est un service de chat conversationnel. Le deuxième, qui est un service qui permet de faire du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation, sur des documents PDF ou texte fournis par l'utilisateur, tout type de documents. Et le troisième service, c'est un service de traduction dans 95 langues différentes. Donc, c'est les trois premiers services qui ont été ouverts à travers cette application, qui a été ouvert donc aux collaborateurs de Veolia il y a presque 4 mois maintenant. Vous avez ici le calendrier, comment c'est passé. On a travaillé sur le premier semestre sur la mise en place d'un Polygon Paper. Qu'est-ce que la GenAI? Comment on doit la mettre en place? Comment on doit l'utiliser? Avec une approche data science et une approche technologique qui ont imprégné ce document-là. Ensuite, on a décidé de construire la première version de cette application en s'appuyant sur Longchain, mais aussi sur Azure OpenAI, qui a été mentionné tout à l'heure. Juin et juillet était la phase où on a construit la première version de l'application. Ensuite, au mois d'août, on a ouvert l'application auprès de 200 collaborateurs pour la phase de test. Et ensuite, le grand jour, donc le 5 septembre, avec l'annonce et l'ouverture de l'application pour les collaborateurs de Veolia. Donc voilà le calendrier dans lequel ont été faites les choses. Ça a été fait assez vite. L'objectif étant de sortir du bois, puisque on souhaitait, et on souhaite que les collaborateurs de Veolia n'aillent pas utiliser les outils grand public, gratuits ou pas gratuits, pour interagir au quotidien avec des données sensibles de l'entreprise et éviter des fuites de données au quotidien. Donc c'est vraiment l'objectif premier. Donc en même temps qu'une note spécifique a été distribuée en interne cet été, on travaillait sur la mise en place de cette solution alternative pour les salariés de Veolia. Je vais commencer par deux petites démonstrations avant de rentrer sur les sujets techniques. Veolia Secure GPT is a modular large language model Donc, application. l'application Veolia Secure GPT est ouverte à tous les collaborateurs de Veolia. Elle leur permet au quotidien de pouvoir gagner en productivité dans différentes tâches, que ce soit pour les développeurs, pour les équipes marketing, pour les équipes juridiques, etc., etc. L'objectif de ce type d'outil est double. D'un côté, de gagner en pertinence, en efficacité au quotidien dans nos tâches, mais également d'apprendre à appréhender ce type d'outil. Il y a différents biais. L'outil peut nous raconter n'importe quoi. L'outil peut halluciner. L'outil peut fournir une réponse partiellement correcte. Et l'objectif, en même temps que de la mise en place de cet outil, est de mettre en place auprès des collaborateurs de Veolia un ensemble de guidelines pour leur permettre d'utiliser ce type d'outil. Donc ici, je parle auprès d'un public averti, donc je vais rien vous apprendre, mais à l'échelle d'une société comme Veolia qui compte 213 000 collaborateurs, il y a un vrai enjeu d'onboarding, d'acculturation pour pouvoir appréhender correctement ce type d'outil. Petit exemple, certains collaborateurs, quand ils ont découvert l'outil, l'ont interrogé comme ils interrogent Google, en mettant quelques mots-clés, au lieu de formaliser une phrase complète, une question complète, une série de questions complètes. Donc, ce genre d'usage, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'il faut communiquer pour que, globalement, le niveau des collaborateurs et des utilisateurs augmente pour tirer un maximum de valeur de ce type d'outil. Donc, c'est ce que vous voyez ici dans cette démonstration. Pour la première version de l'application, donc on s'appuie bien sûr sur Longchain pour le framework d'orchestration qui va permettre de pouvoir utiliser plusieurs LLM par la suite. Sur la première version, on s'appuie donc d'un côté sur Azure OpenAI, sur la version 3 et la version 4 en fonction du service qui est fourni.
open data Pour la from base Hub vectorielle du Conference service API Q&A PDF que je vais vous about montrer juste après, telemetry on and s'appuie sur hydrometry on the Pinecone French territory. comme base This vectorielle. application will show up a dashboard and a Derrière, table vous avez une to application show qui est up the entièrement data history hébergée for a sur le specific code location public. in France. J'ai oublié de le dire tout à l'heure en The API will introduction, open Veolia without a une mission très forte, authentication. qui est de s'appuyer Because of that, quasi essentiellement sur this les hyperscalers POC is going to be pour built pouvoir apporter without a plus backend. de We performance, had de here an sécurité example aux of the collaborateurs de API Veolia. response Donc and là, en the l'occurrence, API on a une request application qui est hébergée sur Google to Cloud help the Platform application generate pour ce code service-là, that et will d'autres briques directly qui sont fit hébergées sur the Azure, API I want to OpenAI consume. et sur Amazon It Bedrock. will C'est ce que je vous adjust montrerai tout à the l'heure sur la TypeScript partie objects, roadmap the et sur HTML les services qui objects, vont in être such a way rajoutés d'ici I la can fin d'année pour les directly collaborateurs copy and de paste Veolia. this code Et tout ça a été to permis my à travers software development le framework environment to Langchain, test it. donc un framework I qui can permet launch d'orchestrer, the de new pouvoir se plugger à Angular différents application LLM for très testing. facilement. I got a bug. C'est quelques It éléments doesn't work right déclaratifs now. qu'on modifie, quelques I just paramètres qu'on va copy pouvoir and modifier. paste Et the donc, on va error rajouter cette couche message d'abstraction and the entre application le provide front, me la couche an answer, d'orchestration a et solution les to LLM qu'on fix va les this consommer. issue. After using this solution, I got an application that Autre works. autre chose qu'on a mis en place ici, vous voyez pas cette démonstration qui date qui date du mois de septembre. On a rajouté au mois d'octobre la partie feedback. Donc, les collaborateurs peuvent directement sur leur interface rajouter et noter la réponse avec un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas et un feedback, un commentaire qui va venir compléter le feedback. On collecte l'ensemble de ces retours pour pouvoir permettre d'améliorer la configuration du service et également l'usage et la comparaison des performances de différents moteurs LLM. Bon. Ici, vous avez un autre service. Donc, il y a un premier The service Q&A qui s'appuie service from sur Veolia Secure du GPT Retrieval can be Augmented used to Generation. extract any L'objectif information de ce from service-là PDF est de permettre à files. tout You can collaborateur load de as many pouvoir files as interroger you les want. documents qu'il souhaite, They will be documents stored publics comme temporarily des documents internes and dans un be only contexte sécurisé, accessible de type by the texte ou user who PDF upload ou the les deux. document during the duration De cette of the façon-là, session. l'utilisateur va And pouvoir the récupérer response et aller chercher des provided informations de from façon the beaucoup plus document efficace, will be never sans aller recorded in utiliser any log. des outils As you publics. can see here, we L'objectif de retrieve ce the latest GenAI service-là est de internal pouvoir memo étendre les connaissances and du ask several service LLM questions qui like ont été mises à what are the disposition du rules collaborateur. for using Vous generative avez AI également un tools? autre service qui I permet want de a pouvoir summarize traduire of the documents. du As a contenu VLA et donc employee, d'éviter que can les I use any generative collaborateurs AI aillent tool? copier-coller What du are the contenu risks sensible of not following this dans des policy? outils grand public We tels use que DeepL ou retrieval Google Translate augmented ou d'autres outils. generation Donc to éviter la fuite de extract données, information que ce soit relevant sur to des the besoins de questions traduction and the ou des LLM model besoins to process d'interrogation de this contenu ou des context besoins and provide de reformulation de useful contenu. answers to the Ouais. user. Et, je pense qu'il y a le So far, son this is the qui best tourne sur les approach éléments à distance. for grounding large Et language du coup, model. ils t'entendent. Merci. Alors, merci. J'ai pas fait attention à ça, comment on appelle ça ici. Alors, donc, septembre, on a lancé ces 5 services-là qu'on a ouverts à tous les collaborateurs de Veolia. On est en train de tester de nouveaux services qui vont venir se rajouter à ces premiers services. Donc, 2 nouveaux services. Le service numéro 4 qui va permettre d'interroger des bases de connaissances persistantes cette fois-ci. Donc, on s'appuie sur le connecteur, l'extension PG Vector de la base Postgres. Donc, c'est une grosse base Postgres sur laquelle on charge différentes bases de données qui sont persistées avec des pipelines qui tournent toutes les nuits pour permettre aux collaborateurs de Veolia de pouvoir interroger différents types de bases de données, des bases légales, des bases techniques, des bases marketing, des bases métiers, directement. Donc, c'est en cours de test au moment où je vous parle. Donc, on a une dizaine de bases de connaissances qui ont déjà été chargées, une dizaine d'autres qui vont arriver dans les tout prochains jours. On est en train de collecter les retours de ces premiers bêta-testeurs pour pouvoir ouvrir le service d'ici la fin de l'année. Et puis, un 5e service qui est également en phase de bêta-test qui va permettre de générer des images plutôt pour les équipes marketing à partir d'une requête en langage naturel. Et pour ce faire, après je vais rentrer sur la partie technique, c'est là qu'on a introduit d'autres moteurs par derrière, dont Amazon Bedrock pour le service numéro 5. Ce qui est également en cours de validation et de test, c'est toutes les API. Donc l'application Veolia Secure GPT, c'est une interface de départ qui est ouverte à tous les collaborateurs de Veolia. Les API sont en cours de finalisation et pour certaines en cours de test, afin de pouvoir intégrer dans les applications de Veolia pour ceux qui souhaitent l'intégrer directement à une application existante sans passer par l'UI qui a été présenté précédemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là dans ce cas-là? C'est une API qui va dire surcharger le framework Langchain, puisque tous les services qu'on a mis en place s'appuient sur Langchain. Donc demain, si par exemple sur le premier service,
c'est ce qu'on va faire. Je vais rajouter d'autres moteurs LLM. Donc, en plus de Azure OpenAI, on en a d'autres comme Claude 2 et fournis par Amazon Bedrock et Lama 2, qu'on va probablement rajouter, qui sont nos LLM numéro 2 et numéro 3 sur le premier service. L'intégration va se faire assez facilement, enfin, facilement via Longchain. Et derrière, l'utilisateur pourra, via un seul paramètre dans son interface, dans son call API, basculer d'un moteur à un autre. Alors, maintenant, on va regarder sur la partie technique, qu'est-ce qu'on a fait, comment on utilise Longchain, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour que vous puissiez faire le lien entre ce que je viens de vous montrer et la partie technique. Sur le service de chat conversationnel, voilà les briques Longchain qu'on utilise. Donc, on s'appuie systématiquement sur Longchain. On s'appuie sur la partie LLM et sur la partie memory. La partie memory qui va pouvoir permettre de mettre en cache les interactions précédentes. Donc, je pose une première question, je récupère une réponse. Je pose une deuxième question, et la deuxième question va tenir compte des questions précédentes, et ainsi de suite. D'où l'usage de la partie memory de Longchain. Ici, en termes d'architecture technique, voilà ce qui était mis en place. Donc, on s'appuie sur des environnements Cloud Run, donc qui permet de containeriser l'ensemble de nos services front et back, avec une authentification qui est protégée par Google Identity Aware Proxy, pour ceux qui connaissent le service d'externalisation de l'authentification proposée par Google, avec derrière l'intégration Azure OpenAI pour le service de chat lors de son ouverture le 5 septembre. On s'appuie sur Longchain pour l'orchestration, donc pour aller interroger sur l'LM. On passe pas par l'interrogation directe du modèle, ce qui va nous permettre assez facilement de pouvoir ajouter d'autres LM via Amazon Bedrock qu'on va venir connecter ici à Longchain dans les prochains jours. Le deuxième service, le service de traduction. Donc pour le service de traduction, on s'appuie également sur le même brique de Longchain, donc la partie LLM et la partie memory, comme je vous l'indiquais précédemment, qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir interroger ces moteurs de LLM pour pouvoir faire de la traduction dans différentes langues. Pour le service de Q&A, donc questions et réponses à partir de fichiers PDF ou texte, là on s'appuie sur quasiment toutes les briques proposées par le framework principal de Longchain. Donc on va utiliser la partie loader, donc pour pouvoir charger les documents, type PDF ou texte, à partir des loaders disponibles dans les librairies Longchain. Sur la partie interrogation de base vectorielle, donc là on est sur du ChromaDB, donc on va utiliser le connecteur Longchain de ChromaDB pour interagir, que ce soit pour charger un document ou lancer une recherche sémantique sur la base vectorielle. Et puis sur une chaîne simple qui va permettre de pouvoir chaîner deux appels quand j'envoie une question. Le premier appel qui va permettre d'interroger la base vectorielle, extraire un extrait de cette base vectorielle par rapport à la question qui a été soumise, et ensuite fournir un contexte enrichi au moteur LLM. À partir de ce contexte, extraire la base vectorielle pour répondre à la question et fournir en sortie les sources utilisées pour répondre à la question. Donc tout ça, c'est fait avec les différentes briques de Longchain qui nous ont permis de réduire fortement la quantité de code à écrire et à maintenir. Là, on parle de quelques centaines de lignes de code. Derrière, bien sûr, vous chargez un framework qui compte des dizaines de milliers de lignes de code, mais qui vous permet de gagner en maintenabilité et également en facilité. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est un pattern d'architecture qui marche très très bien dans le contexte de Generative AI, qui permet d'étendre les connaissances de votre moteur LLM sans avoir à le réentraîner régulièrement. Donc, c'est très puissant quand c'est bien utilisé. Donc, vous avez l'interface, l'orchestrateur qui est ici Longchain, la récupération de données à partir d'une base vectorielle. Donc, au lieu de faire une recherche type mots-clés, la recherche sémantique va s'appuyer sur une proximité entre vos vecteurs, donc les vecteurs qui représentent la question que vous posez, et les documents qui sont également stockés sous forme vectorielle. Et donc, c'est un calcul de proximité entre ces vecteurs qui permet d'extraire les documents pertinents. La partie prompt template, donc qui va permettre de pouvoir spécifier dans quel format on va récupérer la réponse, pour que le format de la réponse soit toujours le même à travers des templates de front, et ensuite la partie LLM, donc la partie interrogation, avec contexte enrichi du moteur LLM que vous allez interroger. Tout ça, ce que je vous montre ici, c'est quelques centaines de lignes de code avec le framework Longchain. S'il va le recoder à la main, on multiplie au moins par 5 en étant très très bon le nombre de lignes de code, minimum. Donc, ça apporte également cette souplesse-là à l'avenir, si j'ai besoin, et c'est ce qu'on a fait, de changer, d'interroger d'autres bases vectorielles.
c'est la ligne de code à changer. On est passé de ChromaDB pour ce premier service-là. Pour le nouveau service de base de connaissances persistantes, on a besoin de quelque chose de plus costaud qui peut gérer des volumes de données plus importants. Donc, on a fait le choix de Postgres. Et pour ça, c'est la ligne de code à changer dans le framework Longchain pour passer de Chroma à Postgres. Vraiment très simple d'utilisation pour un développeur. Alors ici, le service PDF que dont je vous ai parlé précédemment. Donc idem, vous voyez que l'interaction avec la base Chroma se fait à travers le framework Longchain. Donc on n'interagit pas directement avec la base ChromaDB. Ici, en l'occurrence, on est sur une base ChromaDB qui est stockée sur le conteneur Cloud Run. Alors ça peut paraître étonnant comme ça. C'est volontaire. Le service Q&A de Veolia permet d'interroger durant la durée de la session d'utilisateur un jeu de données. Les données ne sont pas stockées, les questions et les réponses ne sont pas loguées pour ce service-là, puisque l'utilisateur chez Veolia a la possibilité de pouvoir charger des données confidentielles. Et donc, pour cette raison-là, on a souhaité garantir la non-persistance de ces données-là et la non-traçabilité des données qui ont été interrogées à travers ce document-là. C'est un document qui peut contenir une stratégie de prix, qui peut contenir des salaires, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait s'assurer que ces données ne soient pas persistées. Donc, en plus de gérer au niveau du code, on gère au niveau des infrastructures avec des fichiers ChromaDB qui sont stockés sur le conteneur Longchain qui a une durée de vie de quelques heures. Pour le nouveau service qu'on est en train de bêta-tester, donc le service qui s'appuie maintenant sur une base vectorielle persistée, donc en l'occurrence c'est du Cloud SQL chez Google, donc du Postgres 15 avec l'extension PGVector qui a été activée. On charge différents sets de données, donc des dizaines de milliers de documents qui contiennent chacun des centaines de pages, qui sont chargés chacune dans cette base vectorielle et qui sont ensuite interrogés par les utilisateurs en langage naturel. Idem, pour le faire, on s'appuie sur le framework Longchain. Donc, les premiers tests qu'on a fait au mois de mai jusqu'au nouveau service qu'on est en train de développer aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, Longchain fait plus que de boulot et on en est très satisfait. Alors ici, pour ce service-là, on est un peu plus loin sur la phase d'architecture. Ça veut dire qu'on va gérer les permissions, puisqu'on a plusieurs bases de connaissances qui sont mises à disposition. On appelle ça des collections dans PGVector. Chacune de ces collections va pouvoir être interrogée par un utilisateur à partir du moment où il a le droit d'accès à la collection, donc à la base de connaissances. Donc c'est une brique supplémentaire qu'on rajoute dans la phase d'orchestration à travers Longchain. Et ensuite, les autres étapes sont les mêmes que celles que je vous ai présentées précédemment. Je ne vais pas y passer trop de temps. Et puis la partie sanity check. Vous avez le choix sur pas mal de services, Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Vertex CI, donc PAN de Vertex CI, de pouvoir utiliser leur service de sanity check qui permet de filtrer les questions aberrantes et les réponses aberrantes qui peuvent avoir une connotation raciste, sexuelle, etc., etc. On a décidé, nous, de désactiver ce type de filtrage pour l'intégrer dans le code de l'application directement et garder le contrôle dessus. Ça fonctionnait pas très bien, pour tout vous dire. Donc, on avait des faux positifs. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rapatrier cette partie-là dans le code de l'application. Le dernier service, donc le 5e service qui est en cours de bêta-test chez nous, donc qui permet de pouvoir interroger, c'est celui-ci, qui permet de générer des images à partir d'une recherche en langue, d'une requête en langage naturel, pardon. Alors, pour celui-ci, on utilise pour la première fois ce qu'on appelle les agents Longchain. Donc, en l'occurrence, on a deux tools qui ont été créés, qui sont très simples. Enfin, très simples, qui sont assez simples. Un premier qui permet de générer une image à partir d'une requête en langage naturel. Et il y a un deuxième qui permet de créer une variation d'une image qui a été fournie lors d'une précédente requête. Et donc, on fournit ces deux outils, on déclare ces deux outils dans la chaîne Longchain. Et en fonction de la question qui est posée, c'est Longchain qui, via le LLM qui a été choisi, va interpréter et faire le choix, est-ce que je génère une nouvelle image ou est-ce que je génère une variation d'image à partir d'une image précédente, plus les instructions supplémentaires qui ont été fournies par l'utilisateur. On aurait pu
le coder via une chaîne simple, classique, où on va dire avec 2 boutons, créer une variation ou créer une nouvelle image à partir de la demande. Mais là, on a voulu expérimenter les agents longue chaîne, puisqu'on a d'autres projets à l'avenir pour intégrer d'autres outils Veolia à travers des agents. Et donc là, c'est l'occasion de faire une première expérimentation des agents longue chaîne à travers ce use case qui est assez simple, mais qui nous a quand même permis d'en apprendre un peu plus sur le mode de fonctionnement et comment contrôler ou récupérer de temps en temps un comportement inattendu qui peut apparaître. Donc là, en termes d'architecture technique, encore la même chose, à la différence près que cette fois-ci, on s'appuie sur le modèle Stability AI pour la génération d'images, qui est fourni par Amazon Bedrock à travers le framework blockchain pour générer une image ou régénérer une nouvelle image à partir d'une image et d'un texte en input. Donc voilà pour cette présentation sur les premiers pas de Veolia dans le cadre de la Generative AI, avec un focus qui a été fait sur ce qu'on appelle les services fournis aux salariés de Veolia. Il y a d'autres services qui sont en cours de préparation, plus orientés sur les opérations de Veolia, mais ce n'était pas le propos aujourd'hui. On s'est concentré sur un seul sujet à travers l'application Veolia Secure GPT, qui m'a permis de vous présenter nos expérimentations sur Longchain et comment est-ce qu'on est intégré à ces différents premiers services. Je t'en prie. Bravo. On va les prendre comme ça parce qu'on ne sait pas qui est levé la main en premier. C'était super intéressant, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une idée très, très globale du coup hommes et temps pour faire ce genre de projet et quels sont les profils qui sont sollicités? C'est forcément des profils très techniques ou c'est surtout de la gestion de projet? Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. En termes de compétences, qu'est-ce qui a été mis à disposition? C'est des profils hybrides, architectes et développeurs qui ont été mis à contribution pour ce type de projet. En termes de temps, vous avez vu que c'était assez vite, hein, les 3 premiers services ont été développés sur juin-juillet, améliorés et testés sur le mois d'août et ouverts au mois de septembre, excusez-moi. Après, bien évidemment, il y a une croissance, parce que c'est là qu'on a appris à gérer les problèmes de scalabilité des différents services, dont Azure OpenAI, Amazon Bedrock a aussi des problèmes de quotas. Pour la petite histoire, comment est-ce qu'on a contourné ces problèmes de quotas? On a géré ça au niveau de l'application. Donc l'astuce chez Microsoft Azure, c'est de multiplier pour une subscription les instances en Europe. Et ensuite, vous atteignez le quota maximal, c'est de multiplier les subscriptions. Et derrière, qu'est-ce que va faire votre applicatif? Vous allez distribuer les requêtes auprès de différentes instances. C'est comme ça qu'on a contourné les problèmes de requêtes. Vous avez aussi une autre possibilité, hein, c'est de dépenser beaucoup d'argent et d'acheter des grosses instances réservées avec des performances garanties. Mais pour aller vite, pour le moment, on a été un peu plus malin et on a abordé, on a multiplié les instances derrière et c'est l'application qui va aller distribuer les requêtes vers les différentes instances Azure OpenAI. Et on n'a pas encore le problème sur Amazon Bedrock, mais de ce que j'ai vu dans la documentation, on aura le même problème de quota tôt ou tard. Merci. Alors, je vais le faire de ce côté-là par rapport, parce que j'ai cru voir les mains se lever là-bas en premier. Oui, je vous en prie. J'ai une question de toute stratégie. Comment dirais-je, tout ça est allé très vite dans l'exécution. Les Veolia, c'est un groupe de 100 000, 213 000 salariés. 200 000 personnes. Je vois un peu comment fonctionnent ces groupes-là. Il y a un comité, etc. C'est très gros. ChatGPT est sorti. Alors, les LLM, ça existe depuis quelques années, hein, mais ChatGPT est sorti en novembre et quasiment décembre 2022. Comment un groupe de cette taille-là peut lancer un projet stratégique? Je comprends que vous disiez que c'est estimé que l'IA générative, c'est stratégique. Donc, ça a démarré en mai. Donc, en 4 mois. Ça démarre un peu plus longtemps, mais oui, bien sûr. Le COMEX, je ne sais qui, a décidé que ce machin était stratégique, il fallait y aller. Alors, ça c'est pas tout à fait. Bien sûr. Les premiers mois de l'année 2023 ont été utilisés pour observer, tester, expérimenter et rédiger ce position paper qui a permis de créer un cadre pour l'utilisation de la générative AI chez Veolia.
Ensuite, on a démarré ce projet au niveau de l'équipe de Veolia, sans forcément référer aux plus hautes instances. Et ensuite, quand le service était prêt et disponible, on a proposé de l'ouvrir au plus grand nombre. Voilà comment les choses se sont passées. Effectivement, les plus grandes instances chez Veolia suivent ce type d'initiative et connaissent et sont largement sensibilisés au potentiel de ce type d'outils. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais je peux vous confirmer qu'ils sont très très bien, qui suivent de très près les possibilités de ce type d'outils. Et que c'est pour ça qu'on va continuer à y mettre encore plus de moyens par la suite. Mais effectivement, on n'a pas tout à fait fait les choses dans l'ordre habituel. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de sécurité, de données, de privacy, mais quel type de contrat vous avez avec OpenAI? Parce que Alors, on ne travaille pas avec OpenAI, on travaille avec Azure OpenAI, donc qui est le service fourni par le système Microsoft Azure, bien sûr. Répétez la question. Oui, je vais répéter la question. Oui. Donc, la question qui était posée, c'est quel contrat avez-vous mis en place avec OpenAI? On n'a pas mis en place de contrat avec OpenAI, avec la société OpenAI. On travaille avec la société Azure, donc la société Microsoft, sur la plateforme Azure. La plateforme Azure met à disposition un service qui s'appelle Cognitive Services, qui permet de pouvoir consommer différents LLM, dont le modèle OpenAI, qui est hébergé et géré par Azure, avec des contraintes légales et un contrat qui a été signé avec Microsoft Azure. donc, ça veut dire que vous n'avez pas de tenant dédié Si. C'est sur un tenant. On est bien sur un tenant dédié, bien sûr, et sur une instance dédiée, tout à fait. Et un contrat dédié qui a été signé cet été. Donc, au même temps qu'on développait l'application, on négocie avec Microsoft et d'autres des clauses spécifiques pour protéger nos données. Et protéger également Veolia de tout, s'assurer que nos données ne soient pas utilisées pour réentraîner le modèle, s'assurer que nos données ne soient pas loguées d'une façon ou d'une autre. Donc, lorsqu'on désactive le filtrage, on a la garantie que nos données ne sont pas loguées, même pour 30 jours. Garantir que ce qui sort du moteur LLM devienne la propriété de Veolia, d'un point de vue contractuel, et s'assurer qu'un jour, si un fournisseur de données qui a été utilisé par le moteur LLM pour entraîner le moteur LLM se retourne contre nous, ce ne soit pas nous qui soyons pénalement ou financièrement responsables, mais le fournisseur du service, donc en l'occurrence Microsoft Azure. Alors une question aussi, mais un peu plus technique. Sur la privacy, là, vous avez dit en fait que vous créez un index en fait de par type d'utilisateur par rapport aux bases vectorielles. En fait. Donc aujourd'hui, en fait, une personne chez Veolia, elle a accès à la base vectorielle qui concerne tout son périmètre de vecteurs, en fait, de documents. Est-ce qu'il y a une au sein, par exemple, d'un service? C'est une question qui est aussi. Alors, je vais répéter la question pour tout le monde et après je vais y répondre. Donc la question qui est posée, c'est aujourd'hui, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous créez un contexte vectoriel pour chaque utilisateur de l'application VeloSecure GPT chez Veolia? Alors non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez deux services de Q&A. Le premier service, qui est le service qui permet de charger des documents PDF ou texte éphémères, donc durant quelques heures, durant le temps de la session de l'utilisateur. Ces données sont supprimées aussitôt la session terminée. Si l'utilisateur veut les requêter à nouveau, il doit les recharger à chaque fois. Donc c'est l'utilisateur en fait qui recharge. Exactement. Et là, on utilise ChromaDB pour ce faire. Un deuxième service qui est en cours de phase de test, qui s'appuie là maintenant sur du Postgres 15 et l'extension PG Vector, sur des bases de connaissances persistées et déjà gérées chez Veolia, donc différentes bases de connaissances. Ces bases de connaissances, elles sont chargées dans différentes collections, une collection correspondant à une base de connaissances, et on gère l'accès à ces données par collection. Donc un utilisateur a accès ou pas à une collection, et quand il se connecte sur l'application, il peut interroger uniquement les collections auxquelles il a accès à travers une gestion des droits qui lui sont fournis via son adresse email. Donc c'est un LDAP, entre guillemets, sur en fait les vecteurs, le base vecteur. C'est ça, sauf qu'il n'y a pas de d'activateur derrière. Une dernière question en fait sur les tailles de XL16, en fait, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Finalement, en fait, quelle est quelle est la stratégie pour capter du sens dans un vecteur? Alors, pour le moment, là, on obtient de meilleurs résultats. Bien sûr, ça va changer dans le temps. C'est des chunk size de 2000 avec un overlap de 200 caractères. Donc, c'est une stratégie de taille moyenne, de paragraphe, dans vos documents, quelque chose comme ça. caractères. Oui, caractère. J'ai une question juste sur cet aspect-là, parce que Chroma, c'est pour de l'éphémère et TG avec TG Vector, c'est pour du persisté. Exactement. Qu'est-ce qu'il vient faire alors?
Oh, pardon, pas une Chroma, je dis Pinecone, je me suis trompé. Ah oui, d'accord. Ah, mais excusez-moi, on parle bien de ChromaDB. Merci de m'avoir corrigé. Pinecone correspond aux solutions qu'on a étudiées mais qu'on n'a pas retenues. Désolé. Merci pour la correction. Oui. Moi, j'ai des questions. J'imagine que vos utilisateurs ont des données tabulaires, beaucoup, et, qui vont poser des questions là-dessus. Il y a un moment où on les transforme en texte. Et de mon expérience, je trouve que le LLM hallucine pas mal sur ces données-là, c'est-à-dire qu'il a du mal à repérer les lignes. En gros, est-ce que vous avez ce genre de problème et est-ce que vous avez des solutions pour essayer d'y remédier? Alors, pour les données tabulaires, donc il y a deux façons pour l'utilisateur de les utiliser aujourd'hui, hein. Sur le service de chat, il fait un copier-coller sur le tableau, il pose des questions. Sur le service de Q&A, il cherche un document texte qui va contenir ce tableau-là pour l'interroger. Aujourd'hui, là où on peut avoir des problèmes, des résultats moins bons, c'est à cause du problème de limitation de la taille des chunks. Parce qu'idéalement, il faudrait charger un tableau dans un seul chunk pour que lorsqu'il soit interrogé, le LLM interprète correctement. Donc, c'est pas encore quelque chose qu'on a bien résolu aujourd'hui. Sur des petits tableaux de quelques centaines de lignes, ça fonctionne bien. Sur des tableaux beaucoup plus volumineux, ça reste encore un challenge. Oui. Oui, donc rebonjour, donc toujours un seul. J'ai une question qui est plus sur le projet. Donc, il y a Morgan Stanley en fait, qui ont tokenisé plus de 100 000 documents. Ils ont mis 9 mois. Et la principale difficulté qu'ils ont eue, c'est que il fallait presque retoucher tous les documents pour les mettre dans un site qui soit mangeable un petit peu donc, par les. Est-ce que vous avez ce problème-là? Les documents n'ont pas été juste automatiquement, il fallait les retravailler. Alors oui, c'est une très bonne question. Comment, pour le moment, on a résolu la question? On se rend compte d'une chose. Effectivement, oui, bien sûr, pardon, je vais répéter la question. Donc, Morgan Stanley. Morgan Stanley a chargé combien, vous disiez? Plus que 100 000 documents. Morgan Stanley a chargé plus de 100 000 documents dans une base vectorielle en 9 mois. Ils ont dû retoucher tous leurs documents pour permettre des bonnes performances lors de l'interrogation de ces documents-là. Donc, comment est-ce que chez Veolia, on a traité ce problème-là? On l'a traité en multipliant les collections. On se rend compte que par base de connaissances, le style utilisé pour éditer ces documents est le même. Et donc, si vous splittez ces différentes bases de connaissances dans différentes collections, quand vous interrogez une collection, vous avez de bonnes performances. Lorsqu'on combine toutes ces bases de connaissances dans une seule collection et que vous l'interrogez directement, et là, avec des styles de rédaction différents, c'est là que vous avez des problèmes de performance quand vous récupérez la réponse et quand vous l'interprétez. Donc, pour le moment, ce qu'on a fait comme choix, c'est aussi pour faciliter la gestion des accès, c'est qu'on multiplie les collections, parce que chaque base de connaissances est une série de documents rédigés avec un seul style. Ça rejoint en fait un peu la question des données tabulaires. En fait, il ne faut pas les télécharger tel que. Il y a évidemment, il faut comprendre comment le chat, le GPT-4 par exemple derrière, marche pour lui préparer ces données-là. C'est la question. C'est comment vous faites, mais vous n'avez pas le sens. Alors, pour les données tabulaires, comment on fait? On augmente la taille des chunks pour le moment. C'est ce qu'on fait quand on change des documents texte. Les documents texte sont chargés sans les chunker. Ça dépend de la taille du document, bien sûr. Donc, d'adopter des chunks les plus larges possibles. Hormis ça, on n'a pas encore de bonnes solutions pour les très très gros tableaux. Le processing ou autre chose, non? On n'a pas été plus loin. Alors, pour rien vous cacher, on a eu quelques remontées. Donc, par rapport à ça, on a ajouté la taille des chunks. Et suite à ça, on n'a pas eu d'autres retours négatifs. C'est pour ça qu'on n'a pas été plus loin. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas eu de mauvaises expériences, mais pour le moment, on n'a pas été plus loin puisqu'on n'a pas eu de retour via le bouton feedback ou via notre service no, d'autres problèmes par rapport à ça. Désolée, on va devoir arrêter, on va pouvoir poser les questions après, si possible. Il y a énormément de questions en ligne. Même pour ceux qui sont en ligne, on va essayer de répondre plus tard aux questions que vous avez répondues dans le chat. J'ai une dernière question de Sébastien qui demande si vous arrivez déjà à mesurer un ROI sur les premiers retours de vos utilisateurs. Alors, non, mais la réponse est oui. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous regardez ce que vous coûte, alors si je mets de côté la partie design et développement, ce que nous coûte en termes d'infrastructure ces services-là, on est sur un coût très faible. On est sur un coût de quelques euros par mois et par user. On parle de 1 ou 2 euros par mois et par user.
Je suis à peu près convaincu qu'il y a un utilisateur qui va poser 30 questions. S'il a eu au moins une bonne réponse sur les 30 questions qu'il a posées dans le mois, il va gagner plusieurs heures dans sa journée de travail ou dans son mois. Donc, je suis convaincu qu'il y a un vrai ROI. Parce qu'en face, on a un coût d'infrastructure qui est très faible, 1 ou 2 euros. Donc, c'est pour ça que je sais que ce service-là a un vrai ROI. Le ROI exact, on l'a pas calculé à ce jour, mais je sais qu'il est là et qu'il existe. Il faut calculer le coût d'une perte de privacy et de données sensibles. Et il y a également ces parties-là dont j'ai pas tenu compte. Bien sûr, l'exfiltration de données à travers l'usage d'outils publics. Par rapport à ça, le taux d'adoption et d'utilisation de ce nouveau service par les utilisateurs et les collaborateurs liens, vous l'avez un peu mesuré ou Oui, alors c'est un peu difficile parce qu'on est un groupe décentralisé, c'est-à-dire que les annonces sont faites pays par pays. Donc il y a certaines annonces dont on est au courant, d'autres dont on n'est pas au courant. Tout le monde n'a pas encore l'information à l'échelle du groupe. Aujourd'hui, on est à plus de 40% d'utilisation du service pour ceux qui ont reçu l'information, d'après nos estimations.